Attends, voilà, c'est bon. Bon, Marie-Lou Poulain, merci de venir à cette audition. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis en charge des questions immigration au niveau de la direction confédérale de la CGT et au niveau de la direction de la CGT Paris. Voilà. D'accord. Bon, à ce titre… Ça fait très longtemps que je travaille sur les questions d'immigration. On s'est rencontrés d'ailleurs à cette époque, depuis 2008-2009, depuis les luttes de travailleurs sans papier pour obtenir leur régularisation. Voilà, et on continue à le faire et avec beaucoup de victoires dès lors que tu t'en occupes avec tes camarades. Je voudrais savoir justement comment se déroule le confinement pour les travailleurs migrants de manière globale, qu'ils soient ou pas pour l'instant sans papier. Comment ça se situe, comment ça se passe dans les entreprises? Est-ce que c'est une part de la population qui est plus appelée à travailler que d'autres? Enfin, donne-moi un peu le bilan de tout ça pour l'instant. Alors, on est véritablement sur des secteurs d'activité aujourd'hui qui continuent à fonctionner, qui sont pleinement concernés par l'emploi des travailleurs migrants. Ils sont complètement en première ligne, que ce soit sur des activités comme la collecte, le tri des déchets. Je le vois par exemple dans toutes les métropoles, au niveau des collectes dans l'Île-de-France ou dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes. Ils sont pleinement impactés, souvent sans protection. Le nettoyage aussi est très fortement impacté. Tout ce qui est manutention, mise en rayon dans les supermarchés, même des fois à la caisse, on en parle peu. L'aide à domicile, les auxiliaires de vie. Justement, hier, j'ai une auxiliaire de vie qui me demandait « Est-ce que je suis sans papier? Est-ce que je peux prétendre à la prime Macron ?» Bon, on a un certain nombre de questions qui remontent très fortement. Des secteurs aussi comme le BTP, on sait que ce n'est pas un secteur indispensable aujourd'hui, mais pour autant, il y a un certain nombre de manœuvres qui continuent à travailler, souvent non déclarées, dans des conditions extrêmement épouvantables. Là, on a eu un accident du travail qui nous a été signalé dans le Val d'Oise, où des travailleurs allaient travailler plusieurs jours d'affilée chez leur employeur, c'est-à-dire l'employeur les faisait dormir chez eux, c'est-à-dire les conditions de travail s'aggravent du fait du coronavirus, c'est-à-dire du fait de la peur des contrôles, certains employeurs encore plus carapuleux, on va dire, les font dormir chez eux. Et il y en a un qui s'est pris un Fenwick, la fourche d'un Fenwick sur la tête, ce qui fait qu'il a atterri dans le coma à Beaujon. Donc des situations extrêmement graves. Et du fait qu'ils sont dépourvus d'autorisation de travail, ils sont pleinement impactés dans une situation très difficile. Il y a aussi le milieu agricole, bien sûr, on le sait, que ce soit pour les travailleurs migrants sans papier, mais aussi détachés, intérimaires. Il y a la préparation des commandes, on l'a vu, notamment dans des conflits passés, que ce soit la poste, la logistique. Voilà, ils sont en première ligne aujourd'hui. On sait très bien que comme les travailleurs intérimaires, et d'ailleurs ils en font partie, les travailleurs intérimaires, ils sont la variable d'ajustement souvent, quand il y a des travailleurs qui sont finalement qui se retrouvent en confinement, on fait appel à eux, et donc ils sont en première ligne et dans une vulnérabilité sur le marché du travail qui est extrême. Donc pour nous, il n'y a plus que nécessité aujourd'hui de revendiquer leur régularisation, mais d'une manière très simple, c'est-à-dire uniquement sur la base de la relation de travail, leur preuve de la relation de travail, et ne pas rentrer dans des grandes considérations avec le séjour, des années de séjour, des ci, des là, c'est-à-dire des choses qui doivent être automatiques, simplifiées et qui permettent la protection. Il y a une situation qui est très préoccupante, je dois dire, qui nous impacte fortement. C'est depuis la loi Collomb, il y a une pénalisation des alias qui s'est mise en place, c'est-à-dire la pénalisation des gens qui travaillent avec le titre de séjour d'une tierce personne. C'est une situation qui était très récurrente, mais qui, entre guillemets, faisait que les gens étaient quand même cotisés et travaillaient dans des conditions, on va dire, à peu près légales. Et cette pénalisation a entraîné, en fin de compte, des conséquences très fortes. C'est-à-dire que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui avec des faux titres de séjour. Donc, ça accroît, en fin de compte, la fraude documentaire. Donc, c'est complètement contre-productif. Et d'autre part, ça crée un angle mort
qui est le fait que des gens qui travaillent sous leur nom cotisent, mais ne peuvent pas bénéficier de la sécurité sociale du fait qu'ils sont sans papier, mais aussi ne peuvent pas bénéficier de l'aide médicale d'État parce qu'ils ont des seuils de ressources qui sont déclarés et qui sont plus importants que le seuil qui est nécessaire pour l'aide médicale d'État. Et donc là, c'est un vrai sujet très préoccupant en période de pandémie, puisque ces personnes travaillent sous leur nom, mais ne peuvent ni bénéficier de la Sécu, ni de l'aide médicale. Donc on est dans un angle mort qui est extrêmement grave, qui est totalement hypocrite. D'ailleurs, c'est quand même le comble de l'hypocrisie dans notre pays. Et donc là, ça concerne grand nombre de personnes, puisque c'est ce qu'a créé, finalement, c'est la conséquence de cette loi Collomb et de cette pénalisation des alias. Est-ce qu'on a coutume de dire qu'il y a à peu près 25% des gens qui continuent à travailler sur le terrain, enfin c'est les chiffres que j'ai entendus, c'est-à-dire pas en télétravail. Est-ce qu'on a une idée de la part prise par les travailleurs migrants dont tu parles, y compris sans papier? Est-ce qu'on a un ordre d'idée, quoi? Est-ce que c'est pas eux qui tiennent en ce moment quelque part j'allais dire, qui font en sorte que l'économie continue à fonctionner en réalité? Je pense qu'il y a une grande partie, oui. Une grande partie d'entre eux. Je ne peux pas avoir de chiffres, c'est très compliqué. Mais on le dit depuis de nombreuses années et on l'a démontré dans des nombreuses grèves qui ont lieu depuis des années. C'est-à-dire des secteurs comme le nettoyage, qui est un secteur pleinement impacté aujourd'hui, mais un secteur comme la collecte des déchets, le tri des déchets aussi, la préparation des commandes, la logistique. C'est des secteurs qui s'appuient, on va dire, très largement sur ces travailleurs migrants sans papier, vulnérables. Donc pour moi, ils font partie de ceux qui tiennent l'économie à bout de bras aujourd'hui et ce serait totalement injuste d'ailleurs qu'après cette crise, on fasse comme si ces personnes n'existaient pas et continuent dans la clandestinité, l'invisibilité, sans droit dans notre pays. Ce serait une république pour moi qui serait totalement à deux vitesses et qui ne serait pas... voilà, quoi, je veux dire, c'est renier, on va dire, notre constitution, qui logiquement se doit de garantir l'égalité de traitement dans les entreprises, mais d'autre part, qui se doit, voilà, donc ce serait complètement renier nos valeurs républicaines, puisque ce sont parmi, en fin de compte, ils font partie des gens à qui, entre guillemets, les gens rendent hommage tous les jours à 20h, en fin de compte, font partie des gens en première ligne. Donc il y a un vrai sujet de mon point de vue aujourd'hui, d'arrêter cette hypocrisie et de reconnaître réellement ces salariés et qu'on arrête de considérer que ce sont finalement des sous-salariés. Ils sont là, ils sont présents et il faut qu'ils soient reconnus par notre République, on va dire. Alors, tu le disais, de par leur statut même, c'est-à-dire celui de ne pas avoir des papiers, par les secteurs dans lesquels ils travaillent, sous-traitance, pas forcément en première ligne dans des grandes entreprises où les syndicats sont plus forts pour faire respecter certaines protections. Je suppose en plus que ça doit être une partie de la population qui est aujourd'hui au travail la moins protégée. Est-ce que vous avez des informations sur l'état sanitaire de ces travailleurs par rapport au coronavirus actuellement? Ça nous remonte énormément, parce que, comme tu le dis, on est sur deux sujets qui sont très importants dans le cadre des travailleurs précaires. C'est souvent la sous-traitance et l'intérim. Donc, en plus, il s'avère que je suis l'intérim, la profession pour la direction confédérale, et on a vu d'ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de décès d'intérimaires, notamment sur des sites importants, comme FedEx, Roissy ou autres. Là, il y en a eu un, a priori, sur un site, une centrale nucléaire à Romans-sur-Isère, à Framatome. Donc, on est vraiment sur des travailleurs qui sont très, 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 très peu protégés. C'est ce qui nous remonte. Et jusqu'à très peu de temps, moi, j'étais en lien avec les travailleurs qui font la collecte des déchets dans l'Île-de-France pour des grosses entreprises en intérim. Et en effet, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de protection. Donc, les choses, on a pu pousser, on a pu avancer un petit peu, mais c'est très compliqué puisque du fait de leur situation administrative, c'est beaucoup plus complexe pour eux de revendiquer des droits. C'est ça la difficulté. C'est ce qui fait qu'en tant que travailleurs migrants, on est en première ligne par rapport aux employeurs. C'est que du fait qu'on n'a pas de titre de séjour ou d'autorisation de travail, on est en difficulté pour revendiquer ses droits.
D'où l'intérêt pour eux de s'organiser et de venir en effet au contact des syndicats, mais c'est très complexe aujourd'hui puisque nous-mêmes, comme tu as dû l'entendre par mes camarades, on est en première ligne d'une certaine manière parce qu'on est très sollicité par les salariés, mais on a quand même une frustration dans notre activité syndicale. C'est très complexe de mener une activité syndicale dans cette crise. Pour autant, elle est très intense, cette activité. Donc, ils sont très impactés, ils ont difficilement des protections. Là, on a signalé aussi un cas sur les sites des finances publiques dans le nettoyage, où en effet, les travailleurs ne sont toujours pas protégés dans la sous-traitance. Donc, je ne dis pas que ce sont que des travailleurs sans papier, mais ils en font partie, ils font partie de ces travailleurs-là. Donc, on a pas mal de remontées sur le fait qu'il y a une absence de protection et une difficulté pour les obtenir. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi tu me disais que là, c'est votre mot d'ordre habituel, mais là encore plus, c'est la régularisation immédiate de tous ces travailleuses et travailleurs. Vous avez des contacts avec les ministères? Comment vous procédez en ce moment en tant que syndicat? On a poussé, en effet, on a une communication assez claire. On a fait remonter un certain nombre d'éléments au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas que la question de la régularisation qui se pose aujourd'hui. Il y a la question, c'est un sujet qui est largement en avant aujourd'hui, la question, comme je l'ai dit, de l'accès aux soins, avec l'aide médicale qui doit être accessible à tous, dans un premier temps. Et d'autre part, il y a la question de la fermeture des centres de rétention, qui doit être plus que d'actualité. On a vu ce qui s'est passé au Mesnil-Amelot, c'est extrêmement grave. On est sur des lieux, que ce soit les centres de rétention, mais aussi les foyers de travailleurs migrants. On sait qu'il y a une promiscuité, il y a des difficultés qui sont très fortes en termes sanitaires, et il y a des dispositions à prendre, que ce soit la fermeture des centres de rétention, mais en effet, alerter sur la situation des foyers de travailleurs migrants, qui est particulièrement préoccupante. On sait qu'il y a eu beaucoup de décès, et ça se fait dans l'invisibilité la plus totale. Donc, on est en lien avec un certain nombre d'organisations. Là, tout à l'heure, j'ai un contact avec le Secours catholique, pour voir aussi comment on peut avoir un impact plus important à plusieurs dans la période, puisqu'il y a eu beaucoup d'appels à la régularisation par divers biais. Moi, j'en ai signé un à titre individuel avec différentes personnalités comme Pascal Brice, Louis Gallois, Frédéric Sèvres de la CFDT et Jean-François Caranco. Il y a eu d'autres appels qui ont été faits par différentes personnalités. Il y a besoin d'élargir au maximum ces appels, de pousser au maximum pour que, on va dire, cette situation ne soit pas prise faite, qu'il n'y ait pas qu'une idée de régularisation à titre provisoire, parce que c'est un vrai sujet d'injustice qui perdure. Donc, ça ne peut pas être que sous un angle sanitaire, ça doit être sous un angle, on va dire, un peu plus large et qui assure vraiment l'égalité et la justice dans le pays. Sur les centres de rétention, moi-même, j'y suis allé. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur, on l'a interpellé et pour l'instant, sa réponse est totalement négative. Donc ça, quand il y a une réponse. Sur la question de régularisation, justement, des travailleurs sans papier, sans condition aujourd'hui, c'est-à-dire avec juste la moindre preuve qu'ils ont un lien de travail, vous avez des retours du ministère ou c'est le silence? Alors, sur les centres de rétention, on les a interpellés. Moi, j'ai eu une interpellation. J'avais aussi des inquiétudes qui sont remontées sur la question des personnes qui étaient bloquées à l'étranger, parce que ça, c'est un sujet qui remonte beaucoup. Sur les centres de rétention, comme toi, on a on a un retour négatif. J'estime que voilà, c'est pas qu'ils ont diminué le nombre de personnes en rétention, mais ils ne sont pas sur une logique de fermeture. Sur la question des travailleurs sans papier, on n'a pas de retour précisément. On sent qu'il y a, qu'il y a une gêne par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui est complexe. Pour l'instant, c'est plutôt fermé officiellement. Mais il y a quand même un sujet à pousser parce que c'est une vraie hypocrisie et je pense que beaucoup de monde et même de hauts fonctionnaires sont conscients de ce problème. Donc, il y a vraiment nécessité à ce que nous poussions l'État dans ses contradictions aussi, parce qu'on ne peut pas lutter contre le travail illégal, faire appliquer une constitution et maintenir une telle situation d'inégalité, d'injustice dans les entreprises. Tu peux m'expliquer concrètement comment justement se passe cette exigence et comment on prouve que quelqu'un travaille
Quel est le ministère? Est-ce que c'est uniquement l'Intérieur? Est-ce que c'est aussi le ministère du Travail? Comment vous agissez là-dessus, concrètement? Depuis de nombreuses années, on a des contacts avec les deux ministères, hein, Intérieur et Travail, puisqu'on est vraiment sur un sujet qui concerne pleinement le travail et qu'en effet, on a pu obtenir dans certains rapports de force et dans certaines luttes la reconnaissance de travailleurs qui étaient non déclarés via les constats de l'inspection du travail, notamment, je pense à l'affaire de Breteuil où les travailleurs sans papier maliens étaient exploités dans des conditions de travail extrêmement indignes et ont pu être reconnus comme victimes, ont pu être régularisés, ont pu être embauchés par leur donneur d'ordre, ce qui est très important, et ont pu aussi être reconnus, réparés, on va dire, devant le Conseil des prud'hommes et faire reconnaître la discrimination raciale systémique, qui est un enjeu qui est très important aujourd'hui, ce qui est le fait que certaines personnes sont affectées à certaines tâches professionnelles selon leur nationalité, mais aussi selon leur situation administrative. Donc, c'est une reconnaissance qui est toute récente et qui est très importante. Donc, bon, ça va passer en appel, hein, puisque l'AGS a fait appel, mais c'est une décision qui est très importante. Donc, on agit auprès des deux ministères. Et donc là, il faut qu'on voit d'ailleurs concrètement comment on va réinterpeller les deux ministères sur ce sujet pour qu'il y ait réellement un travail qui se mette en place sur ce sujet-là. Bon, on sent qu'en ce moment, tout le monde est un peu, comment dire, accaparé sur différentes choses, mais ce n'est pas un sujet secondaire, c'est un sujet social qui est central. Et c'est un sujet, ce n'est jamais évident d'ailleurs d'en faire un sujet central, mais il faut pousser, il faut qu'on pousse et il faut qu'on réenclenche la discussion avec ces deux ministères qui sont pleinement impactés. Nous, on est sur la régularisation, sur simple preuve de la relation de travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la régularisation, elle est placée entre les mains de l'employeur. C'est lui qui décide ou pas de régulariser. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'en effet, forcément, un employeur qui a tout intérêt à exploiter un travailleur sans papier n'a aucun intérêt à le faire régulariser. Donc, il y a quelque chose qui est incohérent. C'est-à-dire que soit, en fin de compte, en maintenant cette décision on va dire, ce pouvoir de l'employeur, en fin de compte, on maintient une situation de vulnérabilité parce que finalement, ceux qui vont jouer le jeu de la régularisation, ces employeurs-là sont plutôt ceux qui appliquent les droits du travail. Et on le voit beaucoup dans notamment l'hôtellerie, café, restauration, où on a des employeurs à peu près de bonne foi qui respectent, on va dire, à peu près le droit du travail et qui finalement se retrouvent dans une pénurie de main-d'œuvre sur des métiers comme la plonge ou commis de cuisine où on a certes des salaires qui sont dévalorisés, mais voilà, on a des employeurs qui, eux, par rapport aux différentes grèves qui ont été menées depuis 2008, préfèrent ne pas affronter les conflits, préfèrent que ça se passe bien et vont jouer le jeu. Mais on a des secteurs entiers comme, pour moi, le nettoyage, justement, comme je disais, collecte, tri des déchets, où on a des salariés qui sont venus nous voir massivement avant le confinement. Et donc, on ne sait pas de quoi sera fait demain, hein, puisqu'il y a des conflits qui sont à venir, peut-être, parce qu'en effet, on a des employeurs qui, clairement, sont des secteurs où les employeurs ne jouent pas le jeu. Il y a aussi un sujet qui est très important, qui est la question de la taxe SOFIE, qui est la taxe qui est, en fin de compte, qui est demandée aux employeurs pour régulariser. Alors, non pas qu'on veuille faire un geste vis-à-vis des employeurs, mais cette taxe, elle est dissuasive volontairement. Et c'est aussi une manière de réaffirmer la préférence nationale. Et c'est profondément discriminant. Et donc, pour nous, elle doit être supprimée, clairement. C'est un véritable enjeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que des secteurs entiers qui emploient beaucoup de travailleurs sans papier, hein, on n'est pas sur une personne, on n'est pas sur un plongeur dans un restaurant. Quand on parle de boîtes de nettoyage qui ont pignon sur rue. Là, il faut en effet qu'il se fasse, qu'il y ait vraiment un geste du gouvernement pour régulariser et que ça se fasse de manière très simplifiée et d'autant plus qu'on va rentrer dans une période très complexe puisque tous les services de préfecture sont fermés aujourd'hui. Donc, on va avoir ça va être très compliqué hein, à la reprise. Je ne sais pas quand reprendront les accueils d'étrangers en préfecture, mais ça va être un véritable bordel, soyons clairs. Donc, tant pour les gens qui sont en situation régulière et qui n'ont pas pu faire renouveler leur titre, tant pour les gens qui étaient convoqués et qui n'ont pas pu y aller, tant que pour les nouvelles personnes. Donc, il va falloir d'une part simplifier, pérenniser le séjour pour les gens qui sont aujourd'hui titulaires de titre de séjour.
Et aussi faire que les gens qui vont pouvoir y prétendre à des titres puissent le faire de manière extrêmement simple et voir par quel process, parce que ça va être tout un véritable, ça va être très complexe. Je le dis aussi même pour l'administration, ça va être quelque chose de complexe à imaginer pour eux. Mais il va falloir, justement, ça peut pousser aussi à ce qu'il y ait une simplification de toutes ces procédures et que ça se fasse de manière plus simple, plus claire. En plus, on peut dire que la question, tu disais, c'est une question sociale, mais c'est aussi une question aussi sanitaire. Parce que des travailleurs sans papier qui sont mal protégés dans leur lieu de travail peuvent contaminer après et la contamination ignore l'état civil, j'allais dire, quelque part. Donc, ça concerne aussi l'état sanitaire du pays, notamment quand on va déconfiner. Totalement, c'est un vrai sujet sanitaire. C'est notamment ce que porte un certain nombre de pays. Il y a une déclaration d'ailleurs de la CES, de la Confédération européenne des syndicats, qui va dans ce sens, qui explique qu'il faut prendre des mesures de régularisation dans les pays européens parce que c'est un vrai sujet sanitaire et que dans beaucoup de pays européens, d'ailleurs, il n'y a pas de protection qui est assurée. Et comme je l'ai dit aussi sur la France, il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas, d'une part, qui n'ont pas accès aux soins du fait de ces lacunes dans le système de sécu, et à la fois du fait qu'ils ne sont pas protégés, et puis aussi de leur lieu de vie, puisqu'on est sur des lieux de vie, que ce soit les foyers, mais aussi les gens qui sont à la rue, et donc il y a nécessité à ce qu'il y ait un véritable travail de mise à l'abri qui se poursuive dans des conditions qui soient aussi normales. Alors on sait très bien que c'est très... on a vu, suite à la mise à l'abri d'Aubervilliers, les conditions qui ont été proposées, tout ça, bon, c'est compliqué. On sent qu'il y a une pénurie. Il faudrait vraiment qu'il y ait des réquisitions qui se fassent, de lieux pour pouvoir héberger les gens dans des conditions normales, pour qu'ils puissent éviter de se contaminer, de contaminer les gens qui les aident, d'être dans des clusters, on va dire, organisés dans des gymnases. Alors, il y a un autre sujet sur les travailleurs migrants qui sont ceux des travailleurs détachés, c'est-à-dire qui travaillent en France sur certaines conditions de leur pays d'origine. Comment ça se passe pendant le confinement? Est-ce que ça continue? Si oui, dans quelle situation de protection? Est-ce que tu peux nous dire aussi des choses là-dessus? Excuse-moi, j'ai pas entendu, j'ai pas écouté le début. Je parlais des travailleurs détachés. Qui travaillent pour partie sur des conditions de leur pays d'origine. Oui. Comment ça se passe pendant le confinement? Est-ce qu'il continue à y avoir des travailleurs détachés en France? Et si oui, est-ce que là aussi, il y a des choses à dire sur les questions des protections notamment? On a des remontées notamment dans le milieu agricole ou dans certains lieux un peu sensibles en PACA. Donc, on attend des précisions. On avait des remontées dans le Lot-et-Garonne sur les détachés, les saisonniers agricoles. Et il y a un vrai problème, en effet, en termes de protection. On est sur les mêmes problématiques, puisque le sujet du détachement, c'est quand même aussi la question d'inégalité en termes sociaux. Et puis aussi, souvent des conditions de travail. On sait très bien que ces travailleurs migrants sont souvent victimes de conditions de travail indignes, voire même de traite des êtres humains. Il y a des situations qui ont été clairement mises en exergue et mises en lumière. Et donc, on a des situations qui sont en train de nous remonter. Donc, il y a vraiment la nécessité à garantir l'égalité de traitement pour ces travailleurs et garantir l'égalité des droits. Non pas qu'il faille, de mon point de vue, empêcher la migration, ce n'est pas le sujet, mais c'est comment on garantit l'égalité via les statuts. D'habitude, en temps normal, j'allais dire, le travail militant, votre travail d'intervention sur des entreprises où il y a des travailleurs sans papier, le travail aussi d'inspecteur du travail, enfin bon, est plus facilité. Là, aujourd'hui, la preuve, on est obligé, toi et moi, de se parler par visio, donc ça complique les choses. Comment vous faites en termes justement de mobilisation? Et deux, qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui nous écouteraient maintenant, qui sont travailleurs sans papier et qui se posent justement la question sur la manière d'exiger aujourd'hui leur régularisation? Quels seraient les conseils en temps de confinement? En temps de confinement, c'est très complexe. Je ne vais pas te mentir et te dire oui, j'ai la solution miracle, parce qu'on est tous complètement bouleversés par le moment. Nous, on essaye de faire beaucoup ce qui est très frustrant, comme je le disais,
puisque nous-mêmes, nous étions sur la préparation de mouvements. On a beaucoup de travailleurs qui sont venus nous voir pour organiser des mouvements sociaux. Donc, tu t'imagines que c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver à gérer cette question. Donc, on fait beaucoup de suivi et beaucoup de travail avec eux. On est en lien énormément avec eux. Moi, on a un numéro vert en Île-de-France qui a été mis en place. Tu peux le donner, hein. Attends, je ne l'ai pas en tête. Je vais te le donner pour tous les travailleurs. Hein. Alors, attends, excuse-moi, parce qu'il faut que je le trouve. Je ne l'ai pas forcément sous la main. Mais donc, on a un numéro vert qui a été mis en place. Et donc, c'est le 08 05 38 48 22. Et donc, ce numéro vert permet à chaque salarié de pouvoir appeler et de pouvoir être renseigné sur ses droits, sur la manière dont il peut se protéger. Il y a un certain nombre de régions aussi qui en ont mis en place, comme la Bretagne et d'autres. C'est très important, c'est un numéro gratuit hein, et qui permettent aux salariés de pouvoir avoir des informations et qu'on puisse interpeller les directs, l'inspection du travail, les préfectures. Quand il y a des remontées, là on a eu par exemple un cas très complexe dans le 93 sur une boulangerie, on a pu interpeller le préfet qui est intervenu, qui a fermé l'établissement parce que c'est des conditions de travail qui étaient extrêmement dangereuses pour les travailleurs. On a pu interpeller et éviter d'ailleurs qu'il y ait quelconque problème pour les travailleurs migrants eux-mêmes, qui étaient pas forcément en situation régulière, mais il y avait des conditions qui étaient extrêmement graves. Donc, on peut en effet intervenir, mais on est limité aujourd'hui en termes de mobilisation. Donc, il va falloir se réinventer nous-mêmes et voir comment on interpelle l'État. Pour le 1er mai, il va y avoir une mobilisation qui va être plus virtuelle, on va dire, via les balcons, mais il faut qu'on voit sur ce sujet-là comment on arrive à recréer une dynamique unitaire dans ce contexte, mais aussi dans l'après-confinement, dans le moment du déconfinement, voir comment on remet les choses en place. C'est très compliqué pour nous, hein, parce que j'en parle, je pense par exemple à toutes les assos qui organisent des permanences. On est un peu tous dépourvus, parce que nous, on a l'habitude de recevoir les gens assez massivement chaque semaine dans nos permanences. Donc, comment on va gérer ça? Comment les personnes qui viennent nous voir vont pouvoir être renseignées? C'est un vrai sujet qui nous inquiète, hein, parce que les gens nous appellent, s'inquiètent aussi, s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous, parce qu'ils voient leurs rendez-vous s'annuler, ils voient leurs rendez-vous de renouvellement aussi qui sont annulés aussi. Donc, on est dans un moment quand même d'inquiétude assez importante. Donc, il va falloir trouver les moyens de se réinventer en termes de mobilisation sur ce sujet. Dernière question, Marilyn, sur le monde d'après. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ne se retrouve pas justement dans cette situation de fragilité pour beaucoup de gens qui travaillent en France? Je pense que je connais ta réponse, mais je voudrais te l'entendre dire, c'est-à-dire comment vous voyez les choses sur ces migrants, sur ces travailleurs sans papier, ces populations qui sont plus soumises à l'exploitation que d'autres. Il faut une régularisation, clairement, hein, des travailleurs sans papier. On en a parlé. Pour moi, travailleurs, ça va bien au-delà de ce qu'on imagine. Hein. Certains disent régularisation des travailleurs, ça exclut, c'est pas global. Bon. Régularisation des travailleurs sans papier, ça veut dire toute personne qui a une relation de travail. Globalement, les sans-papiers ne sont pas des gens qui viennent faire du tourisme en France. Hein. Ils viennent souvent pour faire vivre leur famille. Et c'est très compliqué de catégoriser les gens, parce que beaucoup de gens peuvent être membres de famille, mais aussi travailleurs. Et ils peuvent être à un moment sur des travaux précaires, sur travail non déclaré. Et c'est souvent des travailleurs. Et donc, pour nous, c'est un sujet qui est fondamental. C'est de dire, voilà, ils doivent être régularisés sur la base de leur relation de travail, passée, présente ou à venir, et de manière extrêmement simplifiée. C'est un sujet qui permettra, dans le cas des travailleurs sans papier, de garantir l'égalité de traitement, puisque nous, on voit, ce ne sont pas des gens qui sont résignés à se faire exploiter, mais bien des gens qui viennent nous voir dans les syndicats parce qu'ils estiment que du fait de leur situation administrative, du fait de la frontière administrative qui leur est imposée, qui est l'absence de titre de séjour, ils se retrouvent dans une zone de non-droit, mais qui leur est imposée par l'État, au final. C'est pas une zone, ils n'ont pas intrinsèquement l'envie de se faire exploiter du tout. Ils ont envie de se battre pour leurs droits
Et c'est justement le fait d'obtenir une autorisation de travail qui leur permettra de pouvoir revendiquer comme n'importe quel travailleur. Et justement, comme on l'a déjà dit, lutter contre le dumping social, justement, c'est bien garantir l'égalité des droits. Ce n'est pas justement lutter contre l'immigration, mais c'est bien garantir l'égalité des droits entre tous, entre chaque salarié, qu'il soit avec des papiers ou pas. Donc ça veut dire garantir des papiers pour l'ensemble des travailleurs, que chacun soit dans une situation d'égalité dans les entreprises. Donc clairement, c'est des papiers pour ces travailleurs. Et c'est justement, contrairement à ce que disent le RN ou d'autres, c'est bien par cela qu'on combat justement l'exploitation. Il y a une question, je me rends compte que je ne t'ai pas posée, qui me fait juste revenir un tout petit peu en arrière, mais qui est importante. Justement, aujourd'hui, il y a du chômage partiel qui se met en place. Et du coup, pour ces travailleuses, parce qu'il y a beaucoup de travailleuses aussi, oui, et travailleurs sans papier, du coup, comment ça se passe? Ils se retrouvent complètement exclus de ces droits-là? Alors, c'est très complexe parce qu'il y a une partie de gens, comme on l'a dit, pour moi, ce n'est pas la majorité, d'une part. C'est un peu un discours qui a tendance à dire ça. Moi, je n'ai pas un discours misérabiliste. Je pense qu'il y a beaucoup, malheureusement, qui travaillent aujourd'hui, qui sont en première ligne. Il y a une partie qui est en chômage partiel et qui pourrait, qui a été arrêtée. Donc, on l'a vu dans certains secteurs où là, il n'y a pas de chômage partiel, c'est l'intérim. Il y a des secteurs particuliers dans l'intérim, et que ce soit pour tous les travailleurs intérimaires, où les contrats de mission ont été rompus sur des questions de force majeure, alors que c'est totalement illégal. Donc là, on a un vrai sujet en termes de précarité et de problèmes de droit. On a des gens qui, pour certains, se sont retrouvés sans droit. Et on a des gens, moi j'en ai eu hier dans la restauration, qui travaillent sous leur nom, et eux, l'employeur a réussi à obtenir le chômage partiel. Donc on a des situations qui sont très diverses. Mais ça montre qu'il y a nécessité justement plus que jamais d'avoir un statut, on va dire, qui soit similaire pour chacun d'entre nous, parce que ça garantirait justement que chacun puisse avoir droit au chômage partiel, puisqu'il y a des gens qui par contre ont été, je pense, placés dans la précarité. Alors ils sont peut-être moins en contact avec nous. Tout à l'heure, quand j'aurai le Secours catholique, je pense qu'eux, ils auront plus de remontées de gens qui, eux, ont été placés dans la précarité suite à la crise. Nous, on a moins de remontées dans ce sens-là, mais eux doivent en avoir plus une visibilité. Mais c'est un vrai sujet, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se retrouvent en situation de précarité dans les foyers, et qui peuvent se retrouver amenés à être à la rue, et donc encore plus renforcer le risque sanitaire aujourd'hui dans le pays. On le voit, et puis on voit encore que de toute façon, il y a encore beaucoup de gens à la rue, de manière générale, et aussi des migrants. Donc, on le voit à Paris, en Seine-Saint-Denis encore. Donc, le sujet est à prendre en compte de manière large. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on s'est dit, beaucoup de choses sur la nécessité à la fois de papier et d'un même contrat de travail, de même droits sociaux pour tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays. Je te remercie, Eric. Ok, alors attends, hop, je vais arrêter l'enregistrement.